tekan mi tekan hamrayitin. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Le décompte va crescendo chaque jour son lot de malades du Covid-19 au Sénégal, plus de 1500 cas, dont près de 2 tiers encore sous traitement, parmi eux des cas graves, le nombre de morts, la quinzaine. Bonjour docteur Safiatou Thiam. Bonjour Babacar. Vous êtes docteur d'État de médecine, vous l'avez obtenu ce doctorat d'État à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Votre thèse de doctorat, elle avait pour titre le sida en milieu chirurgical, connaissances, attitudes et pratiques. On peut dire alors que vous êtes à votre place, à la tête du Conseil national de lutte contre le sida. Merci à la RFM de m'inviter sur ce plateau. Après 25 ans d'expérience dans la lutte contre le sida et aussi de militantisme pour les personnes vivant avec le VIH. Oui, si on peut dire que je suis à ma place, le sida c'est une question que je connais bien pour y être depuis plus de 25 ans maintenant. On parlera tout à l'heure de la relation VIH-sida Covid-19. Docteur Safiatou Thiam, vous avez été ministre de la Santé et de la Prévention. C'était la dénomination à l'époque, c'était entre 2007 et 2009. Aujourd'hui, ça s'appelle ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ça part, ça revient. Parfois, on ajoute hygiène publique pour enlever ensuite. Pourquoi ça change souvent de nom, ce ministère ? Les dénominations des ministères sont en fonction des politiques et donc de la vision politique. On avait peut-être le président Wade qui avait une vision de la prévention et qui a voulu en faire un ministère. Sur le plan technique, ça a posé un tout petit peu de problème. Je pense que le ministère de la Santé et de l'Action sociale existe depuis du temps de Abdou Diouf. Donc c'était aussi une autre vision. Nous comprenons parce que, par exemple, le président Macky Sall a placé son mandat sous le sceau de l'action sociale. Et donc, lui, il met en avant le social, beaucoup le social. Donc, on peut comprendre. À chaque fois, il faut réajuster les directions. Mais le rôle du ministère, c'est d'exécuter une politique définie par le chef de l'État. Et donc, c'est un peu normal. L'action sociale n'est-elle pas dépouillée un peu de toutes ses attributions quand d'autres ministères, par exemple, s'occupent de la solidarité ou des solidarités ? C'est aussi c'est une vision. Hein. On peut mettre l'action sociale avec la solidarité et d'autres ont mis le sport avec la santé. Moi, je pense que ce n'est pas important parce que dans tous les cas, c'est toujours un même gouvernement avec un même chef et donc qui impulse les politiques et les ministères ne font qu'exécuter les politiques. Donc, quelle que soit la dénomination, il y aura toujours une direction de l'action sociale, que cette direction soit avec la solidarité ou avec... peut-être que c'est pour donner un poids à l'action sociale. Et je comprends que dans la politique du président Macky Sall, c'était surtout lié à la couverture maladie universelle. Donc, il a voulu vraiment mettre un poids dans la CMU et il l'a lié à la santé. Mais ça peut être une vision, mais on peut aussi avoir une autre vision de lier l'action sociale à la solidarité ou à un autre ministère. Vous êtes également spécialiste de la santé publique, docteur Safiatou Thiam, santé publique dans les pays en développement. Vous avez obtenu un DEA en la matière à l'université Pierre et Marie Curie, Paris 4 en France, c'était en 2001. La propagation à ce rythme du coronavirus au Sénégal était-elle inévitable ou pas ?
Inévitable, je ne pense pas, parce que c'est quand même une pandémie et c'est partout, c'est dans presque tous les pays du monde. Ce qu'il faut peut-être retenir de la propagation de cette maladie au Sénégal, c'est que nous voyons d'abord, pour lire la lecture, que les cas augmentent. Les cas augmentent à une vitesse en ce moment qui est un peu exponentielle. Mais ce qui est rassurant, c'est que le nombre de guérisons, même si c'est beaucoup inférieur, suit un peu le nombre de cas. Le taux de décès est bas, vraiment. On déplore les décès, mais nous constatons que le taux de décès est bas. Il y a toujours des cas actifs qui sont hospitalisés. Alors, quand on compare notre courbe, la courbe de l'épidémie dans notre pays, et comme aussi dans les autres pays de l'Afrique subsaharienne, nous voyons que l'épidémie, nous pensons que l'épidémie aura certainement une ampleur moins grande que dans les pays d'Europe et d'Asie. Elle est moins fulgurante également. Mais nous avons aujourd'hui obtenu un nombre de cas. Qu'est-ce qui a fait ça? Vous savez, avec cette épidémie, on apprend en la vivant. Et donc, pour le moment, c'est une observation parce que nous regardons les courbes d'épidémie dans ces pays. Ces pays ont commencé avant nous et sont dans la phase quand même descendante dans ces pays que je viens de citer. Nous, notre épidémie est toujours dans la phase ascendante. Donc, on ne sait pas à quel moment on aura le pic de cette épidémie. Mais nous pensons que, vu l'ampleur de notre épidémie, avec une courbe qui traîne, parce que dans les autres pays, si vous remarquez, au bout de 3 semaines, ils étaient presque dans les dizaines de milliers de cas. Nous sommes à moins de 2000 cas presque à la 10e semaine. Presque à la 10e semaine. Donc, ça veut dire que cette épidémie, chez nous, elle augmente. Elle augmente, mais elle n'a pas fait un bond fulgurant. Mais ce qu'il faut craindre avec la tendance de cette épidémie, c'est qu'elle reste endémique chez nous. Moi, quand je compare avec les grandes épidémies, je dis l'Europe a subi le paludisme, la tuberculose, la lèpre, et ils l'ont réglé. Donc, ça a fait ses victimes, mais ils l'ont réglé et ils n'ont plus ces maladies. Ces maladies sont venues chez nous, sont restées endémiques, se sont installées. Donc, ce qu'il faut craindre, c'est que l'épidémie qui va durer peut-être, si l'épidémie dure 4 ou 6 mois dans ces pays-là, peut rester 1 an ou même rester définitivement de façon traînante et créer des problèmes peut-être dans la durée. Alors, on peut se demander si on est arrivé à la pointe de l'épidémie au Sénégal alors? Pas encore. Clairement, pas encore. En ce moment, l'épidémie est en vraiment pleine vitesse de croissance. Les contaminations se multiplient, ça se voit. Si on augmentait le nombre de tests, vous verrez qu'on aurait beaucoup plus de cas que maintenant. Donc, l'épidémie est vraiment, quand je dis la courbe est à sa phase montante, à sa phase ascendante, c'est exactement ça. Et il faut vraiment dépasser cette phase ascendante pour voir le pic. Le pic, tu le vois quand la courbe commence à descendre. Et là, la courbe ne commence pas encore à descendre. La multiplication des infections, c'est ce à quoi il faut s'attendre les prochains jours. Oui, parce que nous avons un indicateur. Une infection, quand une personne infecte 2 personnes, ça veut dire que l'infection est en train de se multiplier. Et chez nous, on sait qu'une personne va infecter plus de 2 personnes. Donc, peut-être qu'on arrivera aux mesures qu'il faut pour arrêter cette transmission. Mais tant que la transmission est là, donc l'infection est là et le nombre de cas continue de se multiplier. Donc, vous voyez, au début, la première semaine, on avait peut-être 5 cas. La deuxième semaine, on est arrivé à 40 cas. 10 cas, ensuite 40 cas, et puis après 100 cas, et puis après maintenant, c'est presque 80 cas par jour. Donc, vous voyez que c'est quand même une multiplication, une évolution exponentielle des cas. On est loin de notre R0 là. Non. Le R0, c'est quand les cas ne contaminent plus. Oui. Mais vraiment,
On n'est pas du tout à R0. Notre R est R+, mais vraiment, on n'est pas encore au R0. Alors, la riposte du Sénégal contre le nouveau coronavirus, Covid-19, les mesures prises jusqu'ici par le gouvernement pour endiguer la propagation, ces mesures ont-elles réellement permis de limiter que le Covid-19 se propage dans notre pays? À l'évaluation, vous donnez quelle note? Pour le moment, justement, je n'ai pas encore vu une évaluation. Il y a des mesures qui sont prises. Les mesures, je pense que sont efficaces parce que tout à l'heure, j'étais en train de dire que l'évolution de l'épidémie chez nous, vraiment, c'est vrai, elle est importante, mais on a vu ailleurs beaucoup plus grave. Nous avons pris des mesures qui sont efficaces quand même. La fermeture de l'aéroport, la fermeture des frontières, la recherche des cas, la communication pour le changement de comportement, l'isolement, la recherche des contacts. Donc nous avons quand même quelques stratégies qui sont de bonnes stratégies. Maintenant, est-ce que c'est complet? C'est ça qu'il faut dire. Est-ce qu'on a toutes les stratégies qu'il faut mettre en place? Et peut-être que c'est ça, il y a beaucoup de choses de bien, mais il y a beaucoup de choses également qu'il faudra, à mon avis, compléter pour que la stratégie soit complète. Et aussi, une stratégie comme ça, elle est dynamique. Il ne faut pas se dire, nous avons notre stratégie, nous ne changeons pas. Mais non, la stratégie change en fonction du contexte. Vous ne pouvez pas avoir la même stratégie quand vous avez 10 cas que quand vous avez 2000 cas. Vous ne pouvez pas avoir la même stratégie quand vous avez 0 décès que quand vous commencez à avoir 0 décès ou que vous avez 900 personnes dans des services qui devaient attendre 700 personnes. Donc vraiment, la stratégie, elle doit être dynamique et s'adapter en fonction... à externaliser les cas qui ne sont pas graves, les externaliser des hôpitaux, les sortir des hôpitaux pour les amener ailleurs. Oui, on nous posait même beaucoup cette question. Mais je pense que cette stratégie, ce n'était pas une mauvaise stratégie. Le fait d'hospitaliser tout le monde, mais on n'a pas les moyens. Quand on n'a pas beaucoup de malades, on peut hospitaliser tous les positifs. C'est-à-dire, c'est une façon d'isoler les positifs des négatifs, justement, pour que la transmission ne se fait pas. Mais nous avons tout de suite vu que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Donc, il faut externaliser. Mais bon, on peut même se demander, est-ce qu'il faut forcément les déplacer, les hospitaliser? C'est vrai, si on a des réceptifs qui peuvent les recevoir. Des hôtels. Des hôtels. Les recevoir pour qu'on puisse les surveiller. Il y a quand même une surveillance et il y a un accompagnement psychologique à faire, psychosocial. Ça a un coût. Donc si on peut supporter ces coûts, c'est très bien. Mais aussi, il faut commencer à réfléchir à hospitaliser les gens chez eux. Je ne sais pas comment le dire. En tout cas, confiner les gens chez eux. Est-ce qu'il faut, si c'est une concession, au lieu de déplacer toute la concession, c'est mettre un garde, quelqu'un pour que les gens ne sortent pas et discuter avec la famille sur comment les approvisionner. Et donc, les gens peuvent rester chez eux en Occident. Des gens se soignent chez eux, mais avec un médecin au téléphone ou bien quelqu'un qui vient les visiter pour les soutenir. Surtout que c'est des personnes asymptomatiques. Donc, je pense qu'il y a une stratégie à mettre en place pour ces personnes asymptomatiques. La communication, elle est beaucoup décriée. La communication des autorités sanitaires, est-ce que c'est peut-être la conséquence de ce qu'on voit dans la rue, dans nos maisons, dans nos quartiers? On a l'impression que beaucoup de Sénégalais n'ont pas reçu les messages 5 sur 5. Il y a eu beaucoup de messages, vraiment, il faut le dire. Il y a eu beaucoup de messages, les experts ont beaucoup communiqué, mais la question qu'il faut se poser, et je me la pose aussi en tant qu'expert médical, c'est: est-ce que les termes que nous utilisons sont digestes pour la population? Et ça m'amène à dire que nous avons certainement péché un tout petit peu dans la communication. Parce que malheureusement, nous, en tant qu'experts, nous avons l'habitude de nous parler entre nous. Même quand nous parlons à la radio, nous utilisons des termes que nous maîtrisons avec peut-être les intellectuels peuvent comprendre. Mais
nous parlons à une communauté. Et je pense que nous devons descendre au niveau de cette communauté. Utiliser des termes qui sont digestes pour les communautés. J'ai l'habitude de taquiner mes amis du ministère en disant c'est cas contact, cas communautaire. Peut-être que c'est utile pour l'expert. Mais je suis en train de me demander, est-ce que c'est utile pour la communauté? Est-ce que ce n'est pas plus simple de leur dire les cas positifs? On a 86 cas positifs. Il y a 86 nouvelles personnes qui ont la maladie. Entre hier et aujourd'hui, il y a 86 nouvelles personnes qui ont la maladie. Cas contact, cas communautaire, c'est tous des cas infectés. C'est des positifs. Voilà. Et même nous nous perdons parce que parfois, un simple contact, on l'appelle cas contact. Donc, on ne sait plus, etc. Alors que aujourd'hui, je pense qu'on gagne à simplifier. Les gens suivent les messages. Et puis chacun prend ce qu'il veut. Moi, je pense que l'analyse qu'il faut faire, c'est nous, les messages que nous émettons, comment les populations les perçoivent. Et donc, tout à l'heure, j'étais en train de raconter l'anecdote d'un enregistrement audio que j'ai entendu, mais deux personnes de très bonne foi qui étaient en train de discuter entre elles. Et la personne, elle est Covid+, elle est asymptomatique, mais lui, il n'est pas malade. Et effectivement, il n'est pas malade. Il a une infection. Il n'est pas malade parce qu'il n'est pas couché. Il n'a aucun symptôme. Et cette personne, comment lui expliquer, avec quel terme lui expliquer ce qu'il a? Parce que si tu lui dis, vous êtes malade, il sait qu'il n'est pas malade. Donc, nous devons peut-être réfléchir sur ce genre de termes, comment les rendre digestes pour que les patients, pour que les communautés les comprennent. Et moi, je suis convaincue d'une chose. La stratégie pour barrer la route à cette maladie, elle doit être pour beaucoup une stratégie communautaire. Et cette stratégie communautaire, ce n'est pas les experts qui vont l'inventer, c'est les communautés. Mais il faudrait pour cela que les communautés comprennent le message technique. Le message des experts là, il faut le simplifier pour que les communautés se l'approprient. Il n'y a pas encore une appropriation. On entendait le monsieur qui disait, ben laisse-les à leurs problèmes. Ils sont en train de dire que je suis malade, je sais que je n'ai rien. Ils m'ont amené dans un camp où il y avait des personnes malades, mais je n'ai pas vu une personne malade. Les gens étaient en train de discuter entre elles. Donc, il faudrait... Et là, moi, je me suis dit, tiens, mais nous, on parle, mais ces gens-là nous ne comprenons pas. C'est-à-dire, c'est comme si nous parlons deux langages différents. Donc, il faut qu'on fasse un pas les uns vers les autres, les experts vers les communautés. Mais je pense que c'est les experts qui doivent descendre au niveau des communautés, simplifier le langage scientifique pour que les communautés puissent l'approprier et inventer leur prévention. Alors, cette communauté-là, cette population-là, quand on la voit, franchement, à la limite piétiner des recommandations, même des mesures prises par les autorités sanitaires, les autorités centrales de façon beaucoup plus générale, quand on assiste par exemple à la réouverture de mosquées, alors que c'est interdit de se rassembler dans les lieux de culte depuis quelques semaines maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'est l'illustration de l'incompréhension entre les messages, parce que entre les messages et l'appropriation de ces messages par les communautés. Nous déplorons tout cela, mais je pense que ces leaders, parce que c'est des leaders, c'est des leaders communautaires, c'est des leaders religieux ou coutumiers, si on leur explique, ils sont même plus responsables que nous. Si on leur explique tous les problèmes, s'ils sont convaincus, je pense qu'ils peuvent aider à la prévention. Mais moi, je pense que ces attitudes relèvent d'un manque de confiance au message que nous leur donnons. Certains d'entre eux ne croient pas
au bien fondé de cela, ou pensent que nous exagérons, que les experts scientifiques ont exagéré. Donc, c'est toujours, je pense que les sociologues, les socio-anthropologues, les spécialistes de la communication devraient être impliqués pour nous aider à mieux comprendre, pour aider à mieux comprendre et aider à ce que ce lien-là se fasse entre les messages scientifiques, les messages des experts techniques et la compréhension au niveau et l'appropriation au niveau des communautés. Tout à l'heure, on parlait de la pointe de l'épidémie, on ne l'a pas encore atteinte au Sénégal. La preuve, ça vous avez raison, peut-être les cas augmentent de jour en jour. Alors comment comprendre qu'on envisage de réduire les restrictions en début juin, c'est dans 3 semaines, alors que le chiffre des contaminations a drastiquement augmenté. Ça, est-ce que c'est cohérent de la part de ceux qui gèrent la crise? Peut-être qu'ils ont des projections qui leur permettent de savoir que le pic sera dépassé au mois de juin. Nous l'espérons. En tout cas, les pays d'Europe, eux, ils ont dépassé le pic et ils commencent à déconfiner. Et donc, si on se dit que l'épidémie a commencé peut-être 1 mois avant chez eux, je me dis que normalement, le ministère doit avoir des projections pour savoir que le pic sera atteint à telle période, en se basant, bien entendu, sur l'expérience des autres, parce que le Covid-19, personne ne la connaît vraiment à 100%. Donc, que le comportement, peut-être qu'ils ont ces projections qui permettent de prendre ces décisions. Mais ce que je pense, c'est que les décisions, normalement, sont fondées sur les avis des experts scientifiques. Et c'est pour ça que j'espère peut-être qu'ils ont ces avis. Je ne sais pas. Alors, on va surveiller, mais il y a quand même une question qui préoccupe beaucoup de parents d'élèves, d'enseignants. C'est le retour progressif des élèves à l'école à partir du 2 juin. Est-ce une bonne idée? Ce retour doit être encadré. Ce retour devra être encadré. Le port de masque pour tous les élèves, je pense que c'est pour toutes les populations. Il faut qu'on arrive à généraliser le port de masque. Il faut continuer les mesures barrières, le lavage des mains, les gels hydroalcooliques, la distanciation sociale. Donc, il faut qu'on se donne les moyens de cela, parce que c'est les seules conditions qui peuvent peut-être permettre d'autoriser que les enfants aillent à l'école. Un gros doute existe sur la mise en œuvre de ces mesures d'accompagnement-là. L'État doit se donner les moyens de réussir cela. Le docteur Safiatou Thiam, notre invité devant le grand jury d'RFM. Les débats et controverses sur les traitements sur les sujets contaminés au coronavirus, le Sénégal va procéder à des tests cliniques sur le Covid Organics, le remède que Madagascar dit avoir fabriqué à base de la plante appelée Artemisia. Et pourtant, le professeur Seydi de l'hôpital Fann de Dakar, il dirige le service des maladies infectieuses et tropicales. Il semblait avoir trouvé, professeur Seydi, un traitement efficace avec l'alliance hydroxychloroquine azithromycine. Qu'est-ce que vous dites, vous? Cohérent ou pas? Ah oui, c'est cohérent. En réalité, vous savez, aujourd'hui, il y a près de 400 études sur la recherche de traitement pour le Covid-19 dans le monde. Donc, c'est pour vous dire que tous les chercheurs sont en train de chercher. Et donc, la vocation du médecin, c'est de chercher un traitement pour soigner son patient. Le professeur Seydi s'est basé sur les conclusions du docteur Raoul et des Chinois pour donner l'hydroxychloroquine qui semble fonctionner. C'est une thèse qu'une étude américaine vient encore contredire il y a quelques heures. Oui, j'ai également lu cette étude, mais cette étude dit qu'il y a pas de changement, en tout cas observé chez les patients chez qui ils ont donné l'hydroxychloroquine. Et maintenant, ils ont dit que
comme il y a des risques des risques cardiaques avec la chloroquine, qui n'avaient pas un bénéfice à le prendre, parce que pour eux, il n'y a pas eu de changement. D'autres ont trouvé autre chose, et le professeur Seydi semble dire que ces résultats commencent à fonctionner. Maintenant, le Covid Organix, c'est également un médicament issu de la pharmacopée, effectivement, mais qui utilise une molécule que nous connaissons. Il y a beaucoup de molécules que nous utilisons qui sont aussi issues de la pharmacopée. Donc, qui utilisent cette molécule qui est utilisée dans le traitement du paludisme. Aujourd'hui, les traitements les plus efficaces pour le paludisme utilisent cette molécule, l'artémisine. Maintenant, le seul problème que nous avons, c'est que pour pouvoir, sous la forme de Covid Organix, que je ne connais pas du tout la forme, j'ai vu des flacons, et je ne sais plus, c'est des gélules. Pour l'utiliser sous cette forme, il faut faire des essais cliniques. Et les essais cliniques obéissent à des normes que les scientifiques ici connaissent aussi. Ceux qui vont faire l'étude, ils ne vont pas se lever demain pour dire à Dr Seydi ou à d'autres médecins utiliser ça. Les études cliniques, il y a plusieurs phases de 1 à 4. On doit tester les dosages, on doit tester les toxicités, on doit tester la tolérance. La toxicité, on connaît parce qu'on connaît déjà ce médicament. La tolérance chez les patients, avant même la tolérance chez des personnes même saines, avant de l'utiliser chez des personnes malades. Donc, ça, c'est les différentes phases de ces cliniques. Et donc, je ne pense pas qu'on aura une réponse d'ici 1 ou 2 mois. Donc, c'est parce que ça prend du temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au Sénégal, nous avons un comité d'éthique pour la recherche. Et c'est des experts et des représentants de patients et de consommateurs qui sont là-bas, qui doivent aussi discuter pour qu'on voit quel est le rapport bénéfice-risque de ce médicament. Je pense que le Sénégal a pris la bonne option d'étudier cela. Ceux à qui cette étude a été confiée sont des scientifiques, et ce qui est important pour les scientifiques, c'est la méthodologie. Les méthodologies qu'ils vont utiliser seront revues par leurs pairs, parce que c'est important. C'est pour ça, faites-leur confiance, parce qu'ils vont devoir présenter leurs études au niveau de leurs pairs. Donc, je pense ce qui est un peu regrettable, c'est que ces débats techniques soient sur la place publique. Parce que peut-être que le commun des Sénégalais ne va pas comprendre, pense que c'est chloroquine contre Covid, alors que ce n'est pas du tout ça. Ils ont chacun leur raison. Ils doivent utiliser une méthodologie rigoureuse, et ces études, les résultats seront présentés et seront discutés. Discuter, ça veut dire que même les résultats que tu trouves, après, il faudra expliquer à quel type de patient vous l'avez donné. Même pour la chloroquine, on l'a donné, mais est-ce qu'on l'a donné aux patients graves? Est-ce qu'on l'a donné aux patients symptomatiques? Est-ce qu'on l'a donné aux patients asymptomatiques? Ils avaient quel âge en moyenne? Est-ce que c'était des hommes? Est-ce que c'était des femmes? Etc. Nous allons devoir discuter tout cela, et eux, ils le savent. C'est-à-dire, quand ils vont finir, ils doivent écrire un article avec tous ces thèmes-là, et ce sont des scientifiques de leur niveau qui vont relire et qui vont critiquer. Donc, ils savent, et ils vont, je pense, bien faire leur travail. Et on a l'impression que ça devient une affaire de scientifiques, d'universitaires, contre la médecine traditionnelle, souvent, parce que même l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, qui dit qu'il faut faire très attention, mener des études sérieuses pour voir si ces médicaments-là, ces traitements proposés sont aussi efficaces qu'ils sont vantés. Mais l'autre lecture, c'est que la médecine traditionnelle, elle a été souvent combattue, mais là, est-ce que ceux qui sont adeptes de cette médecine traditionnelle-là n'ont pas raison sur tout le monde quand aujourd'hui on débat sur l'artémisia, par exemple? Moi, je n'ai pas été formée à la médecine traditionnelle. Nous avons été formés à la médecine moderne, qui obéit à des démarches, qui obéit à des principes, et nous ne pouvons pas déroger à ces principes. Nous avons un code de déontologie
qui ne nous permet pas de déroger à ces principes. Donc nous sommes obligés de suivre ces principes. Maintenant, nous tous, nous sommes des Africains. Il nous arrive quand on a de la grippe, de faire notre décoction de bissap et de kale. Oui, parce que ça fait du bien. Et ça marche parfois? Ça fait du bien. Ça marche, oui, ça marche parfois. Et beaucoup de médicaments modernes même proviennent de la pharmacopée traditionnelle. Mais il y a toute une démarche avant d'arriver au traitement moderne. Le docteur Safiatou Thiam, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le sida, est donc notre invité devant le grand jury des RFM. Le CNLS que vous dirigez a-t-il participé à l'effort de guerre contre le Covid-19? On sait que vous recevez beaucoup de financement pour lutter contre le sida. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme va mettre pas moins de 7 000 milliards de francs CFA d'ici 2022 pour lutter contre ces trois maladies. Est-ce qu'il est permis d'abord que vous utilisiez cet argent dans le combat contre le coronavirus? Si oui, l'avez-vous déjà fait? Oui, c'est permis et oui, en tout cas, nous sommes dans la démarche. Le Fonds mondial, quand il y a eu cette épidémie, a tout de suite sorti une note pour tous les pays pour dire que vous pouvez utiliser jusqu'à 10% des financements pour appuyer le Covid-19 et aussi pour mettre en place une continuation des services VIH. Parce qu'en fait, les services qui prennent en charge la maladie coronavirus sont les mêmes services qui prennent en charge le VIH. Et il n'est pas question aussi de reculer au niveau des indicateurs VIH. Il faut que les patients aient leur traitement. Il faut que les services VIH puissent continuer. Donc, ils nous ont dit, vous pouvez prendre jusqu'à 10% des financements pour appuyer la lutte contre la maladie à coronavirus et atténuer son impact sur les services VIH. Donc, c'est ce que nous avons fait. Maintenant, ça demande des procédures de mobilisation parce que c'est pas Safiatou qui va dire c'est ça qu'on fait avec. Tu écris un projet et tu leur donnes. Et ils te répondent qu'ils sont d'accord. Aujourd'hui, nous avons soumis un projet pour appuyer la lutte, le comité national de lutte. Projet à hauteur de combien? Le premier projet que nous avons envoyé est à hauteur de 270 millions. Mais nous, aujourd'hui, on veut aller jusqu'à 2 à 3 millions d'euros. Donc, c'est 1,5 milliard. C'est ce qu'on veut faire. Donc, ça, c'est le deuxième projet que nous voulons soumettre. Et c'est un projet dans lequel nous souhaitons, si le ministère est d'accord, à travers ce projet, appuyer les laboratoires. Mais ça veut dire que le ministère va offrir... Nous pensons, c'est pas nous seuls, mais parce que l'OMS le préconise et tous les pays qui ont réussi la lutte l'ont réussi parce qu'ils ont généralisé les masques, mais aussi ils ont élargi les tests. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut élargir les tests. Il faut tester le maximum de personnes parce que, comme je l'ai dit en début d'émission, le virus circule. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont infectées et on devrait pouvoir dépister toutes ces personnes. Donc, ce n'est pas 1000 prélèvements ou 800 prélèvements par jour qui vont dépister ces personnes. Nous pensons qu'il faut appuyer les laboratoires nationaux parce que jusque-là, les labos nationaux du Sénégal ne testent pas Covid-19. C'est Pasteur qui teste et l'IRSF. Les deux sont des labos privés. Donc, alors que le Sénégal regorge d'experts, peut-être que tous nos labos, nous avons même certainement des labos qui sont aux normes, mais si les labos ne sont pas aux normes, mais utilisons l'opportunité que nous donnent ces partenaires pour relever les plateaux techniques de nos labos, ou en tout cas compléter les équipements. Ils nous disent que c'est des hôtes, etc. qui manquent, mais achetons des tests simples et faisons les tests partout, je veux dire, au niveau au moins des labos des régions. Avec des TDR. Au niveau de l'Odantec, oui, c'est les tests de diagnostic rapide. Donc des tests qui permettent de donner le résultat
dans l'heure ou les 2 heures qui suivent. Et ça, aujourd'hui, c'est une orientation que l'OMS donne à tous les pays. Donc, si le Sénégal accepte de prendre cette orientation, donc nous pouvons, dans le cadre de notre programme, l'accompagner au moins pour cette stratégie. Ce que vous dites, si on l'analyse bien, ça veut dire que si on ne fait pas de tests, en tout cas massivement, on en aura encore pour longtemps avec ce coronavirus. Je pense, oui. C'est là où ça va devenir endémique parce que ça va traîner, ça va rester dans des coins. On sera toujours là à donner des cas communautaires ou des cas contacts, à donner tout le temps le nombre de cas. Par exemple, aujourd'hui, on te dit, aujourd'hui, tu as un taux de séropositivité de 9%. Demain, tu as un taux de séropositivité de 6%. Nous devons faire en sorte que ce taux de séropositivité augmente. C'est-à-dire, on identifie les cas. On trace tous les contacts des cas. Et à chaque fois qu'on trouve un cas, on retrace les contacts de ce cas-là. À chaque fois qu'on trouve... C'est ça qu'on doit faire. Ça, c'est une stratégie. Une autre stratégie, et il faut associer toutes ces stratégies. Ce n'est pas une stratégie ou une autre. C'est une stratégie plus une autre stratégie plus une autre stratégie. Une autre stratégie peut être tous les patients qui rentrent à l'hôpital, qui viennent pour tel signe. On peut choisir des signes, qui toussent à l'hôpital, qui ont des maux de tête, qui ont une céphalée, c'est-à-dire des maux de tête, on les teste systématiquement. Ça, c'est également une autre stratégie. Une autre stratégie également, c'est ouvrir pour permettre le test même volontaire, surtout pour les prestataires de santé, pour ceux qui travaillent les soignants. Les soignants. On a vu cette semaine quelque chose d'assez surréaliste survenir à l'hôpital Fann de Dakar. 3 malades ordinairement venus se faire consulter en urgence alors qu'ils étaient déjà contaminés au coronavirus. Ces malades normalement devaient trouver le personnel équipé, surtout à Fann. L'hôpital de Fann, c'est un centre de traitement pour le Covid-19. La plupart des patients qui ne se sentent pas bien et légitimement vont aller à l'hôpital. Mais moi, si j'ai Covid, si je ne me sens pas bien, je vais penser à aller à l'hôpital de Fann parce que peut-être que les patients ont pensé à cette maladie. Donc, l'hôpital devait être prêt. Donc, le service d'urgence de l'hôpital, mais je pense aujourd'hui, mais c'est tous les soignants qui doivent être orientés sur le Covid-19. Il faut renforcer leurs capacités et il faut leur donner des moyens de protection. Et peut-être pour tout le monde, si possible, sinon pour le privé, leur donner les directives, leur dire maintenant, pour consulter un patient, mettez un masque FFP2, mettez un masque qui va vous protéger. Vous n'enlevez pas votre masque toute la journée, des choses comme ça. En tout cas, les orientations doivent être claires pour soigner les patients. Parce que ce que ça va amener aujourd'hui, si on regarde les personnes les plus à risque pour cette maladie, c'est le personnel soignant. Ces personnels sont exposés. Donc, il faut les protéger et c'est une urgence et c'est une priorité dans la stratégie. Et j'espère que ça se fait. Donc, il faut qu'ils aient assez de matériel de protection pour prendre en charge tous les malades à tout venant. Parce que c'est facile. Quand c'est un centre, c'est un centre de traitement des épidémies, eux, ils sont là, ils attendent ces genres de malades. Et souvent, les malades qui viennent sont déjà diagnostiqués. Mais l'ophtalmo qui va soigner un œil ne va pas tout de suite penser au Covid-19. Pourtant, la personne peut avoir le coronavirus. C'est la même chose même pour le dentiste. C'est la même chose pour tous les autres soignants qui reçoivent des patients. Donc, il faudrait en tout cas, qu'il y ait des mesures de protection. Il faut qu'on leur trace également un itinéraire très clair. C'est-à-dire, si tu as un malade suspect, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas seulement attendre que le malade soit positif pour venir le chercher. Et je reviens à la définition des cas. Un cas peut être positif, mais aussi ça peut être un cas suspect ou probable. Parce que le patient est venu, toi tu es médecin dans ton cabinet, le patient vient, il a une fièvre, des céphalées, il y a peut-être quelque chose qui fait tilt dans ta tête et tu te dis ça peut être cela.
Mais comment tu vas réagir? On te dit d'appeler. Tu peux appeler, tu peux avoir les gens que tu appelles. Tu peux ne pas les avoir parce qu'il y a un problème de réseau. Tu peux ne pas, tu peux les avoir, ils peuvent ne pas venir parce qu'ils sont sur d'autres sites. Mais toi, si tu as déjà une démarche claire, on te dit, fais 1, 2, 3 si tu reçois un patient probablement Covid-19. Donc ça, peut-être que ça se fait, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que ça doit se faire. Autre couche de la population très vulnérable au Covid-19, et ça c'est dans votre domaine, ce sont les personnes qui vivent avec le VIH-Sida, avec un système immunitaire déjà fragilisé par le VIH. Oui, donc toutes les personnes qui ont une baisse de l'immunité, effectivement, sont fragiles et peuvent développer des cas graves. Les personnes vivant avec le VIH en font partie, surtout les personnes qui ne prennent pas correctement leur traitement. C'est pour ça justement que le Fonds mondial nous autorise à mettre en place des mesures pour atténuer l'impact. S'il le faut même aller chercher les patients chez eux ou aller leur donner les médicaments jusque dans leur maison. Et ça, nous y travaillons avec les associations de lutte contre le sida. Donc, si vous avez remarqué, la NCS a distribué des kits alimentaires aux personnes vivant avec le VIH. Nous leur avons donné un véhicule. Donc, parce que beaucoup de femmes vivant avec le VIH sont aussi domestiques et donc confinées chez leur patron. On leur donne un véhicule et ils vont prendre les nouvelles et distribuer les médicaments. Donc, nous leur donnons également jusqu'à 3 mois de traitement pour qu'ils n'aient pas besoin de venir... Des antirétroviraux. Des antirétroviraux. Donc, pour qu'ils n'aient pas vraiment besoin de venir à l'hôpital. En ce moment, nous leur conseillons d'appeler, sauf urgence. S'il y a une urgence, ils peuvent venir à l'hôpital. Mais s'il n'y a pas urgence, nous préférons qu'ils appellent et qu'on leur distribue les médicaments à domicile. Y a-t-il des porteurs du VIH-Sida qui ont été contaminés au Covid-19 au Sénégal? Certainement, parce qu'ils ne le diront pas. Mais à notre connaissance, nous n'avons pas de porteurs de VIH, à notre connaissance, qui a le Covid-19. Mais vous devez les avoir, ces infos, vous, Conseil national de lutte contre le sida. En fait, ils sont diagnostiqués Covid-19 au niveau des centres de traitement. Et là-bas, on ne leur demande pas s'ils sont VIH et on ne fait pas systématiquement le test de VIH et ils ne le diront pas parce que ce sera certainement pour eux, et je les comprendrai, ce sera subir une double stigmatisation. VIH, Covid-19, ça c'est un peu trop pour une personne. Donc même si on les teste positifs, je crains qu'ils ne disent pas qu'ils sont porteurs du VIH. Covid-19 et VIH-Sida, dénominateur commun, pas de vaccin contre les deux maladies. Pour le sida, on cherche vaccin depuis 40 ans, bientôt. On ne trouve pas toujours. On espère que le nouveau coronavirus ne va pas jouer le même tour aux scientifiques. Les deux virus sont différents. Le virus le coronavirus, le SARS-CoV-2, c'est comme ça que le virus s'appelle, est plus simple que le virus du sida. Le virus du sida change régulièrement. Donc c'est pour ça qu'il est difficile de le trouver. VIH. Il y a également, ça peut même muter chez une même personne. Ça peut muter d'une personne à une autre. Donc depuis le début, nous avons plusieurs types de VIH. Donc il y a plusieurs mutations. C'est un virus qui s'adapte vraiment à l'autre et qui mute, qui résiste, etc. Et donc nous disons que c'est un virus très intelligent. Et donc le virus, le SARS-CoV-2, est un virus plus simple. C'est un virus qui s'apparente plus au virus de la grippe, etc. Et donc, pour ce genre de virus beaucoup plus simple, il est plus facile de trouver, c'est comme Ebola aussi. Donc, il est plus facile pour ce genre de virus de trouver un vaccin. Et donc, justement, SARS-CoV-2 est là depuis 4 mois, mais il y a déjà un candidat à vaccin et on pense qu'en 2021, on aura un vaccin. Comme vous l'avez dit, le sida est là depuis 1981 et on n'a pas encore de vaccin. Alors, il y a une lueur d'espoir qui était apparue pour le sida il y a quelques mois, un traitement qui aurait réussi quelque part dans le monde. Vous avez essayé d'en savoir davantage au Sénégal, au niveau du Conseil national de lutte contre le sida? En réalité, ce n'est pas un traitement, mais c'est un patient. C'est
c'est la deuxième fois dans le monde qu'on voit un patient qui est guéri du sida. Alors, c'est un cas, je pense, qui est très suivi. Nous pensons que c'est son immunité qui a fait qu'il est protégé du VIH. Et ce cas est justement suivi pour voir comment la mutation est arrivée à ce qu'il soit protégé. Parce qu'on a arrêté ses médicaments et tout, le VIH n'est pas revenu. On ne sait pas si ça va revenir plus tard, mais en tout cas, jusque-là, ce n'est pas revenu depuis 4 ans. Et donc, on se dit, c'est un cas intéressant qu'il faut suivre, qu'il faut étudier. Il faut essayer de retracer toute son immunité pour comprendre quels sont les anticorps qu'il a développés et qui l'ont protégé et essayer de développer des anticorps pareils pour en faire un vaccin ou un médicament. Alors, la lutte contre le VIH-Sida au Sénégal, le Sénégal et son taux de prévalence de moins d'1%, c'est ça 1% et des poussières. Non, c'est 0,5%. 0,5%. Les femmes sont les plus touchées. Pourquoi? C'est lié à la vulnérabilité des femmes. Les femmes sont naturellement plus vulnérables au VIH. Biologiquement, c'est la constitution des femmes, l'organe génital des femmes, parce que la transmission, elle est surtout par voie sexuelle. Donc, l'organe génital des femmes a une forme de réceptacle qui fait qu'il y a beaucoup plus d'échanges avec les sécrétions et c'est une muqueuse, alors que chez l'homme, l'organe génital, c'est la peau, donc qui est plus résistante. Ça, c'est du point de vue biologique. Mais il y a d'autres facteurs sociologiques. La pauvreté, on a vu que les personnes qui ont un niveau socio-économique plus bas sont plus vulnérables. Donc, les femmes sont moins éduquées à travers le monde. Donc, c'est beaucoup de facteurs qui font que les femmes sont plus exposées. Mais moi, excusez-moi, je voudrais venir sur cette comparaison VIH COVID-19 pour dire que ce que nous vivons aujourd'hui avec le COVID-19, mais le monde l'a vécu il y a 25 ans, il y a 30 ans avec le VIH. C'était une maladie qui était là, qui tuait les gens et il n'y avait pas de traitement. Mais les résultats qu'on a pu avoir avec le VIH, on les a parce qu'il y a eu des démarches qui se sont mises en place. Vous savez, quand vous n'avez pas de traitement, dans le cadre du VIH, nous étions obligés de collaborer avec les patients. C'est comme ça que le droit des patients a pris sa place dans la prise en charge des malades. C'est comme ça que nous avons mis en avant les droits des patients, les droits humains, le droit à la santé. C'est là où le patient a commencé à avoir son dossier médical, parfois même à être plus informé que son médecin sur son dossier médical. Nous étions obligés de discuter avec même si on donnait à ces discussions des termes scientifiques tels que le counseling, pré, post-test, etc., nous étions obligés de demander l'avis des patients. Et donc, c'est une démarche à laquelle les patients avaient adhéré. Il y a aussi toute cette approche communautaire qu'on a eue dans le VIH, où les communautés du VIH nous ont appris que tout ce qui se fait sans elles est contre elles. Donc, ils sont impliqués dans nos planifications, dans la définition des stratégies, dans la mise en œuvre, dans les évaluations, etc. Et ça, je pense que c'est des approches sur lesquelles on n'a même pas besoin de les retester. C'est des approches qu'il faut là tout de suite utiliser dans une maladie comme le Covid-19 où il n'y a pas un traitement, on peut dire, c'est ça qui soigne cette maladie. Pour parler du VIH-Sida, le Sénégal possède l'un des taux de prévalence les plus bas au monde. C'est parce qu'aussi beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas leur état sérologique. De la même manière, peut-être qu'on parle de tests massifs pour le Covid-19. Si on faisait aujourd'hui un test massif VIH, on aurait peut-être eu un autre chiffre, non? Si, vous savez, nous suivons, vous avez entendu parler des 3,90. Aujourd'hui, 81% des Sénégalais VIH sont dépistés.
À travers les grossesses, à travers... à travers, oui. Les prises de sang, les dons de sang. Oui, et le dépistage volontaire aussi. Oui. Les stratégies avancées. Vraiment, pour le VIH, nous dépistons. Nous savons aujourd'hui que il y a 41 000 personnes qui vivent avec le VIH au Sénégal. Et nous pouvons vous dire que presque 35 000 personnes sont sous traitement. Où sont passés les autres? On ne les a pas encore dépistés. Il faut les chercher. Et c'est ça, pour ça que nous avons nos stratégies. Pour 35 000 sont testés et puis 28 000 peut-être sont sous traitement. Nous avons des stratégies pour les chercher. Vous savez, le VIH est plus difficile à gérer parce que c'est lié à la sexualité. Et les gens ne parlent pas de ces choses-là. Surtout les personnes qui ont une orientation sexuelle qui est différente qui est différente de l'orientation normale générale. Donc ces personnes ne vont jamais, il y a parmi ces personnes qui ne vont jamais nous dévoiler ça. Ils sont 6 000, c'est pas négligeable. 6 000 à rechercher, à retracer. Oui, nous imaginons des stratégies. Par exemple, ce que je peux vous dire, c'est que la plupart de ces personnes sont des hommes. Nous le savons, sont des hommes adultes qui sont peut-être mariés à des femmes. Parce que les femmes, nous les dépistons. Les femmes, elles se dépistent, elles viennent, elles prennent leur traitement. Elles se dépistent à travers les consultations prénatales. Et donc, elles prennent leur traitement. Mais leurs maris ne viennent pas. Pour quelle raison? Il y a des hommes qui viennent. Peut-être 58% des hommes viennent. Mais 42% des hommes, nous ne savons pas pourquoi ils ne viennent pas. Ils ne veulent pas se faire dépister. Peut-être qu'ils ont leurs raisons et nous pensons qu'une des raisons est qu'ils ont peut-être une orientation sexuelle qu'ils ne veulent pas dévoiler. Et ça, en fait, c'est aussi leur droit de garder ces choses secrètes. Mais nous, en même temps, ils n'ont pas le droit de contaminer les autres. Oui, nous, notre rôle, c'est de trouver des services adaptés. C'est pour ça que nous avons imaginé les autotests. Les autotests libres d'accès, où dans le secret de ta salle de bain, tu fais ton test et puis après tu vas voir ton médecin et tu lui parles de ton problème. Tu n'as pas besoin de te faire connaître de tout le monde. Donc nous imaginons des stratégies comme ça qui s'adaptent plus à ces hommes pour effectivement avoir au moins 90% des personnes qui vivent le VIH qu'on connaît. Mais le dépistage à large échelle, vraiment, nous l'avons beaucoup développé dans le cadre du VIH. Docteur Safiatou Thiam, merci d'être passé devant le grand jury d'RFM, ancienne ministre de la Santé. Vous êtes actuellement secrétaire exécutive du CNLS, le Conseil national de lutte contre le sida. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne fin de semaine. Restez avec nous. Les programmes continuent. Au revoir. À dimanche prochain. Tekan hamrayitin